Sitôt l'esclavage aboli, les esclavagistes d'hier, c'est-à-dire les Européens chrétiens, étaient déjà à pied d'œuvre pour raffiner leur technique de domination des peuples noirs et continuer à contrôler leurs personnes, leur territoire et leurs ressources et faire en sorte qu'ils ne soient pas les acteurs, mais qu'ils deviennent les spectateurs de leur propre destin. C'est dans ce contexte que les puissances occidentales vont se donner rendez-vous à Berlin entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885. Mais déjà remarquons l'ordonnancement chronologique des stratégies de domination. L'abolition de l'esclavage est suivie de près par la colonisation de l'Afrique. Mais rappelons-nous ce qui est essentiel dans cette conférence de Berlin du 15 novembre 1884. Nous devons décider de l'avenir des peuples noirs sans les Noirs. Jean Fils-Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, page 52. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver ce dimanche matin encore pour vous présenter une autre analyse mienne de l'actualité sociopolitique en Haïti et partant projeter une lumière sur ce qui se passe dans d'autres pays noirs. Vous vous posez sûrement la question, mais quel lien y a-t-il entre ce préambule sur la conférence de Berlin de 1884 et la conférence de ce vendredi, conférence d'Ottawa sur Haïti? Ah, mais poser la question, c'est y répondre. Vous notez que c'est précisément le même paradigme. Un groupe de chanceliers occidentaux qui convoquent une réunion, une espèce de dîner de cons, et les cons sont toujours de la même couleur et ils proviennent toujours du même continent. D'où le titre de mon émission d'aujourd'hui, la conférence d'Ottawa sur Haïti, un autre dîner de cons. Je vais vous rappeler d'où me vient le titre et vous allez voir, à partir de ce titre-là, tout devient clair. Tout devient clair. Depuis le 19e siècle, les Occidentaux n'ont pas changé de paradigme quant à leur comportement vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis des nègres. Car dans leur tête, c'est ça, c'est des êtres inférieurs. C'est des imbéciles, c'est des cons qui sont assis sur des tonnes de richesses, qui sont assis sur des trésors, mais qui sont incapables de se gouverner, qui sont incapables de gérer leurs ressources et qui nous laissent, nous les Blancs, les gérer à leur place et du coup gérer leur propre destin. Mais notons déjà quelque chose, qui est quelque chose d'insolite, qui est un paradoxe. Les pays africains comptent parmi des pays avec le plus grand potentiel de richesse. Les pays africains ont les ressources les plus immenses, des ressources dont le monde a besoin pour faire son développement. Mais tandis que nous avons les plus grandes richesses, tandis que nous avons les plus grandes ressources, nous sommes au paradoxe les peuples les plus appauvris. Qui nous appauvrit? Qui nous appauvrit? Et vous notez encore une fois, et je vais vous en faire la démonstration, que dès qu'il s'agit d'un peuple de Noirs, que ce soit un peuple d'Afrique ou un peuple d'Amérique, l'occidental aura précisément le même paradigme. Et ce paradigme-là, dans mon livre « Être noir, une fabrication occidentale », je l'appelle le deuxième moment fondateur sur la situation des peuples noirs dans le monde. C'est dans mon livre, à la page 52. Donc tout ce que je vais faire, c'est de prendre ce paradigme du 19e siècle,
l'appliquer sur l'Haïti actuel, l'appliquer sur, n'est-ce pas, le Congo actuel, l'appliquer sur la Côte d'Ivoire actuelle, l'appliquer sur le Mali actuel, mettez-en, et vous avez les mêmes résultats. C'est toujours le paradigme du dîner de con. On s'arrête ici. On s'en va à la pause. Je vous invite donc à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café ou de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés. Nous avons besoin de garder toute notre attention, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens, c'est promis. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Eh bien, nous l'avons appris, c'est ce vendredi dernier, n'est-ce pas? Je pense que c'était le 21 janvier dernier qu'a eu lieu à Ottawa une conférence des ministres des Affaires étrangères des pays amis. Déjà, c'est révoltant, comme si Haïti avait des pays amis, les États n'ont pas d'amis, sur la sécurité en Haïti. Waouh! Et je vous ai dit que c'est un dîner de cons. Vous vous souvenez de ce film-là? C'est aussi une pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'un dîner de cons? Un dîner de cons, mais ce sont des bien-pensants qui décident d'inviter des hommes ou des femmes à un dîner, à une réception, pour se moquer d'eux. Mais pour que ces derniers acceptent de venir, eh bien, il faut qu'ils créent un certain contexte, un contexte de flatterie, il faut qu'ils créent un certain nombre de besoins. Tout à coup, eh bien, les cons se sentent obligés de venir parce qu'ils sont flattés, ils se sentent obligés de venir parce que l'espace est enchanteur, ils se sentent obligés de venir parce que l'hôte, celui qui les invite, n'est-ce pas, jouit d'un certain prestige, mais ce que les cons ne savent pas, c'est qu'on les invite, pas pour faire quoi que ce soit de sérieux, on les invite pour se faire leur tête, on les invite pour se moquer d'eux. Eh bien, le dîner de cons, c'est la formule, quant à moi, la plus appropriée pour expliquer le comportement des dirigeants occidentaux vis-à-vis des dirigeants des pays noirs, que ce soit des pays d'Afrique ou des pays d'Amérique, ici en l'occurrence Haïti. Pourquoi le deuxième moment fondateur? Parce que le premier moment fondateur, c'est justement la promulgation de la bulle du pape Nicolas V, lorsque le pape Nicolas V a autorisé les puissances européennes, en particulier, n'est-ce pas, le Portugal, à envahir, n'est-ce pas, le continent africain au nom du fait que ce sont des sauvages non chrétiens et que l'Église, qui définissait en ce moment-là le nouvel ordre mondial, avait donc la responsabilité morale d'aller sauver ces sauvages-là. Et donc l'Église, le 8 janvier 1454, avait donné l'autorisation et la légitimité morale aux peuples européens chrétiens d'envahir, n'est-ce pas, le continent africain, de contrôler la personne de ces populations-là, de contrôler leurs ressources et du coup, leur destin. Donc, premier moment fondateur, 8 janvier 1454, promulgation de la bulle Romanus Pontifex de Nicolas V. Deuxième moment fondateur, et c'est de cela qu'il s'agit ici, n'est-ce pas, c'est la conférence de Berlin. Que se passe-t-il donc à la conférence de Berlin, et qui est le même paradigme qu'on suit depuis ce temps-là pour tous les peuples noirs? Vous avez des chanceliers occidentaux
vous avez des dirigeants occidentaux qui se donnent rendez-vous pour décider du destin des peuples noirs et qui invitent de temps en temps des Noirs, mais comme acteurs de leur propre histoire, parce que à ces dîners de cons-là, on est là pour se faire la tête des cons. Et donc là, il s'agit d'Haïti. Il s'agit d'Haïti. Depuis qu'Haïti a conquis son indépendance de la France, eh bien, les Occidentaux ne se sont jamais pardonnés à eux-mêmes et ne nous ont jamais pardonné à nous-mêmes d'avoir fait ce qu'ils croyaient impossible, d'avoir livré et gagné la bataille contre des Blancs, d'avoir livré et gagné la guerre contre des armées européennes, d'avoir prouvé qu'il était possible, n'est-ce pas, que des nègres se donnent un espace, se donnent, n'est-ce pas, un pays, se donnent une nation qu'ils géraient eux-mêmes. Ils ne le prenaient à ce point pas que, ne l'oublions pas, moins de 2 ans après notre indépendance, soit en 1806, les États-Unis d'Amérique ont dit, écoutez, il n'y a rien à faire vis-à-vis de ce pays de nègres, il nous faut l'annexer, directement ou indirectement. Et c'est ainsi que depuis 1806, jusqu'à l'invasion des États-Unis de notre territoire en 1915, les États-Unis ont conduit pas moins d'une dizaine d'opérations d'invasion de notre territoire, sous toutes sortes de prétextes. Et le principal prétexte, qui revient en filigrane dans cette soi-disant conférence d'Ottawa sur Haïti, c'est qu'Haïti est une nuisance publique. Le peuple haïtien est une nuisance pour les peuples d'alentour et qu'il nous faut les aider, ces Haïtiens-là, à gérer leurs problèmes parce qu'ils sont incapables de se gérer eux-mêmes. Alors, motivés par cette notion de condescendance, motivés par ces préjugés, ils vont nous organiser régulièrement des dîners de cons, mais l'objectif est toujours le même. Contrôler nos ressources, contrôler notre pays et faire en sorte que notre destin nous échappe, en sorte que nous demeurons les spectateurs et jamais les acteurs de notre histoire. Alors faisons un petit peu de contexte immédiat. Vous vous demandez, mais d'où vient cette conférence d'Ottawa sur la sécurité d'Haïti? D'où ça vient? Immédiatement, ça vient, notez bien, précisément du 24 juillet dernier. Vous vous souvenez? Allez regarder l'émission que j'ai présentée le dimanche qui a suivi les funérailles ou les obsèques nationales du président Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse a été inhumé le 24 juillet dernier et le 25 juillet, j'ai présenté une émission dans laquelle je vous ai parlé d'une rencontre qui a eu lieu dans un aéroport privé de Miami, à Fort Lauderdale, plus précisément. Et à cette réunion ont pris part les diplomates du Canada, des diplomates des États-Unis, des diplomates de la France et des diplomates des Nations Unies. Il a été décidé de 2 choses. Qu'il nous faut continuer à nous occuper d'Haïti et qu'il nous faut, pour ce faire, aller le plus rapidement en élection de manière à faire oublier cet assassinat. Je vous ai dit que cette rencontre a eu lieu le 24 juillet dernier, le jour même des funérailles de Jovenel Moïse. Ils ont été, n'est-ce pas, pour la forme, aux funérailles de Jovenel Moïse. Vous notez qu'aucun chef d'État n'a participé aux funérailles de Jovenel Moïse, et pourtant Haïti fait partie de la vie internationale depuis toujours. Et les dirigeants haïtiens se sont toujours imposés, n'est-ce pas, l'élégance d'assister aux funérailles d'autres chefs d'État. Aux funérailles ou aux obsèques de Jovenel Moïse, pas un seul chef d'État n'a assisté. Le président de la République dominicaine n'a pas assisté. Les États-Unis n'ont même pas daigné, n'est-ce pas, envoyer leur vice-président.
Le Premier ministre du Canada n'a pas participé. Le Premier ministre du Canada, n'est-ce pas, Justin Trudeau, n'a même pas daigné dépêcher sa vice-première ministre aux funérailles d'un pays qu'il dit être un pays ami. On a eu des diplomates, tout simplement. Et le jour même de ces funérailles, comme pour dire, écoutez, c'est un négro qui est mort, qui est assassiné, n'est-ce pas, avec notre complicité comme un négro, il n'y a rien de nouveau là. Ils se sont donné rendez-vous dans un aéroport privé de Fort Lauderdale, avant que chacun ne retourne, n'est-ce pas, dans son pays respectif. Et ils ont dit, nous devons continuer à contrôler ce pays et porter Haïti à aller en élection le plus vite que possible. Et le but, les amis, vous vous souvenez, Jovenel Moïse, dis-je, a été assassiné le 7 juillet, enterré le 24 juillet. Le but, en ce moment-là, c'était d'aller en élection au plus tard au mois de novembre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que nous, les Haïtiens, nous n'ayons pas eu ces foutues élections au mois de novembre? C'est le fameux tremblement de terre du 14 août. Lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre du 14 août dernier, eh bien, les plans ont bougé. On a dit, écoutez, par décence, si tant est qu'on ait un minimum de décence pour ce peuple-là, on ne peut pas les obliger à aller en élection parce qu'il n'y a plus d'infrastructure, etc. Le Grand Sud, n'est-ce pas, a littéralement été détruit par ce tremblement de terre du 14 août. Nous allons surseoir au plan d'organiser des élections, mais nous allons continuer à contrôler le destin du peuple haïtien. Et à cette même rencontre, on a décidé, écoutez bien, de laisser au Canada l'apparence du leadership sur Haïti. Je dis bien l'apparence. C'est les États-Unis qui contrôlent le destin du peuple haïtien. C'est les États-Unis qui ont la même mise, n'est-ce pas, sur le territoire haïtien. Mais étant donné que les États-Unis ont mauvaise réputation, les Haïtiens savent que tout ce qui se fait de mauvais, n'est-ce pas, en Haïti, les États-Unis sont derrière ça, y compris l'assassinat de Jovenel Moïse. Ils ont décidé, à cette rencontre, n'est-ce pas, qui a eu lieu dans cet aéroport privé de Fort Lauderdale, de laisser le Canada jouer en apparence le rôle de leader. Cette rencontre ayant eu lieu le samedi 24, dès le lundi 26, Bob Rae, l'ambassadeur du Canada aux États-Unis, y est allé d'un briefing, il y est allé, n'est-ce pas, d'une conférence de presse, au cours de laquelle il a dit clairement, écoutez, le Canada et la communauté internationale décident que les Haïtiens auraient des élections au plus tard à la fin de l'année. Et là, le Canada est prêt à assumer le leadership. Conformément à ce que je vous avais annoncé, le 24, 2 jours plus tard, Bob Rae joue son rôle. Il suit le script qui est écrit justement au département d'État par le clan Clinton. Retenez bien. Tout ce qui se fait là, les amis, c'est le script de Bill et d'Hillary Clinton. Et je vous montrerai pourquoi Bill et Hillary Clinton, n'est-ce pas, gardent le contrôle sur Haïti. Ce sont des motivations économiques que je vais élucider vers la fin de l'émission. Conformément au script qui a été écrit, donc le 24, rencontre à Fort Lauderdale, nous devons contrôler le destin, continuer à contrôler le destin des Haïtiens, les forcer à aller en élection avant la fin de l'année. Conformément à ce script-là, les amis, 2 semaines plus tard, retenez bien les dates, soit le 7 août, c'est le ministre des Affaires étrangères d'alors, Marc Garneau, qui convoque des leaders haïtiens. Aïe, 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 les Blancs, ils nous prennent tous pour des cons. Ils convoquent des leaders haïtiens, des gens respectables, des gens, n'est-ce pas, lucides, des gens de bonne foi, des amis. Eh bien, Marc Garneau les convoque à une rencontre de consultation sur la crise haïtienne. Et là, mes amis, mes compatriotes y ont allé de bonne foi dans cette rencontre virtuelle avec le ministre des Affaires étrangères d'alors, Marc Garneau. Et là, écoutez bien les amis, et ça va les insulter tous, n'est-ce pas mes amis compatriotes qui ont participé à cette rencontre-là. Marc Garneau a dit que la rencontre allait durer 1 heure. Vous avez une vingtaine de personnes
en plus de Marc Garneau, qui doivent prendre la parole. Et Marc Garneau dit, écoutez, je suis là pour vous consulter, pour savoir ce que le Canada devrait faire dans cette crise haïtienne. Et là, il a imparti quelque chose comme 2 minutes de parole à chaque invité. Je vous ai dit qu'il y a là une vingtaine d'invités à qui vous accordez environ 2 minutes. On est déjà à 40 minutes. Et la rencontre doit durer 1 heure. Et les dernières 20 minutes de cette rencontre-là ont été occupées, cela va sans dire, par le ministre des Affaires étrangères lui-même. Et écoutez ce que Marc Garneau a imposé à mes amis haïtiens qui ont participé à cette rencontre-là. Quoi que vous ayez dit, notre décision est prise. D'ici à la fin de l'année, nous devons aller en élection. La solution à la crise, ce sont des élections démocratiques. Eh bien, pour qu'on ait une solution à la crise de l'insécurité, à la crise économique, ça nous prend des élections. Et pourtant, la communauté internationale nous organise depuis toujours des élections. On n'est jamais sorti du trou, on n'est jamais sorti du bois. Et là, mes invités haïtiens ont réalisé que là, Marc Garneau les a traités comme dans un dîner de cons. On les invite soi-disant pour les consulter, mais le script était déjà écrit. On n'a pas pris en compte leurs propositions. On n'a pas pris en compte, n'est-ce pas, leur propre lecture de la crise de leur pays. Marc Garneau a dit, c'est réglé. Nous avons décidé, nous de la communauté internationale, que la solution serait, n'est-ce pas, des élections. Vous en aurez des élections d'ici à la fin de l'année. Et là, mes amis qui ont participé à cette rencontre étaient fâchés, mais Marc Garneau n'avait rien à foutre. À la suite de cette rencontre, n'est-ce pas, les amis ont écrit une lettre de protestation, ils sont allés dans les médias canadiens pour dénoncer la chose, mais le Canada suivait le script qui a été rédigé par le camp Clinton au département d'État. Et on aurait eu des élections à la fin de l'année 2021, n'était, répété-je, n'est-ce pas, le tremblement de terre du 14 août. Bon, waouh. Nous sommes en janvier, les amis. Vous vous souvenez, je vous ai dit que le script qui a été rédigé, c'est qu'on a une élection avant la fin de l'année 2021. Bien précisément en décembre 2021, les États-Unis reviennent à la charge. Biden convoque une rencontre avec des amis d'Haïti sur la crise haïtienne. Et vous allez voir, il y aura 3 rencontres de cette nature. La première a eu lieu, n'est-ce pas, en décembre dernier aux États-Unis. La deuxième a eu lieu ce vendredi à Ottawa. La troisième aura lieu, n'est-ce pas, dans quelques semaines en France. Parce que ce sont ces 3 pays-là qui se donnent pour mission d'être les grands tuteurs du peuple haïtien parce que c'est un peuple mineur, d'être les grands tuteurs des Haïtiens parce que ce sont des nègres, ils ne sont pas en mesure de gérer leur avenir, ils ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, de gérer, si vous voulez, leur territoire, on va le faire à leur place. Et donc, Mélanie Joly, qui a remplacé Marc Garneau depuis, Mélanie Joly, bon Dieu, c'est une dame qui a une nomination politique, qui ne connaît rien aux relations internationales, qui ne connaît rien à l'histoire d'Haïti, mais qui est là parce qu'elle est nommée par son ami, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Et Mélanie Joly nous annonce qu'elle va présider à une rencontre, n'est-ce pas, des ministres des Affaires étrangères des pays amis sur les questions de sécurité en Haïti. Et là, c'est important de noter ceux qui seront présents à cette rencontre-là. Je vous lis le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères du Canada annonçant cette deuxième rencontre sur la sécurité en Haïti. La ministre des Affaires étrangères, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui, donc ça c'était jeudi dernier, ou hier, enfin ou c'était jeudi dernier ou bien mercredi dernier, qu'elle présidera une réunion des ministres des Affaires étrangères au sujet d'Haïti le vendredi 21 janvier 2022. La réunion permettra aux responsables haïtiens,
aux ministres des Affaires étrangères des démocraties aux vues similaires et aux représentants d'organisations multilatérales, notamment les Nations Unies, la Communauté des Caraïbes, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Organisation des États américains. Donc vous notez, il y aura, et ça c'est le verbatim de la lettre officielle du ministère des Affaires étrangères, n'est-ce pas, du Canada, il y aura à cette rencontre, n'est-ce pas, les ministres des Affaires étrangères des démocraties aux vues similaires. C'est-à-dire, nous invitons à cette rencontre des ministres des Affaires étrangères qui voient la chose, c'est-à-dire qui comprennent le destin haïtien de la même manière que nous. Et donc, c'est les représentants des Nations Unies, c'est les représentants de l'OEA, c'est les représentants de la francophonie, c'est les représentants de la CARICOM et bien sûr les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, du Canada, n'est-ce pas, des États-Unis et de la France qui vont trouver des solutions durables et inclusives aux défis auxquels sont confrontés Haïti et les Haïtiens. Ils discuteront également de la nécessité de renforcer les efforts coordonnés en matière de sécurité. On va revenir à ça. Ils vont continuer à renforcer les efforts coordonnés en matière de sécurité, vraiment, et de soutenir un processus politique inclusif et le développement durable. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le contexte très flatteur du dîner de cons. Nous allons organiser avec les ministres des Affaires étrangères des démocraties similaires, avec, n'est-ce pas, les entités internationales, une rencontre sur Haïti. Nous allons continuer à coordonner nos efforts pour renforcer la sécurité en Haïti et pour mettre en place un processus politique inclusif de manière à trouver des solutions aux problèmes de développement durable. Waouh! On va faire un peu d'histoire et vous allez voir que c'était précisément là cette même chanson que le Canada nous avait chantée en 2003. Ce n'est pas la première fois, les amis, que les États-Unis demandent au Canada de jouer en apparence le rôle de leadership lorsqu'ils décident de nous faire avaler une pilule amère. Je vais vous ramener à une rencontre qui a eu lieu en 2003 et que le Canada appelait pompeusement l'initiative d'Ottawa sur Haïti. En décembre 2003, nous avons en Haïti un président qui est légitimement élu, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Si on croit à la démocratie, le président Jean-Bertrand Aristide était légitimement élu. Donc il avait la légitimité démocratique à laquelle aspire, n'est-ce pas, Mélanie Joly, à laquelle aspirent les ministres des Affaires étrangères des démocraties similaires. Et pourtant, à cette rencontre d'initiatives d'Ottawa sur Haïti, où ont participé des chanceliers des pays occidentaux pour discuter, n'est-ce pas, de l'avenir d'Haïti, mais sans les Haïtiens. À la rigueur, on peut les inviter pour qu'ils soient là comme spectateurs, on peut les consulter, mais on ne va jamais tenir compte de leur lecture de la crise. Et qu'est-ce qui a été décidé à cette rencontre-là? Mais c'était justement de trouver un processus politique inclusif. Pour parvenir à ce processus politique inclusif, les chanceliers du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, n'est-ce pas, des Nations Unies, ont décidé qu'ils devaient renverser, et s'il le faut, avant janvier 2004, le président Jean-Bertrand Aristide. Et chose promise, chose mise en place, chose réalisée, le Canada, les États-Unis et la France ont effectivement infligé un autre coup d'État à Jean-Bertrand Aristide en février 2004, conformément à ce qu'ils avaient décidé à cette rencontre organisée par Ottawa et qu'on appelait Initiative d'Ottawa sur Haïti.
si vous êtes encore naïfs, vous, mes frères haïtiens, si vous êtes encore naïfs, vous, mes frères africains ou noirs, en vous imaginant à tort que quand des Occidentaux font une réunion sur votre pays, qu'ils le font pour votre bien, détrompez-vous. Leur agenda, c'est de faire avancer leur plan de développement à eux. Leur agenda, c'est de garder la main mise sur vos ressources de manière à continuer à voler vos ressources à vous pour faire leur développement à eux. Mais pour y arriver, ils font deux choses. Ils créent une instabilité chez vous en se servant de politiciens nationaux, mais qui ne sont pas du tout patriotes. Ils créent eux-mêmes cette instabilité-là. On va en parler. Et lorsque l'instabilité arrive à un point tel qu'elle est insupportable, ils reviennent pour dire nous allons résoudre le problème, nous allons organiser d'autres élections pour qu'il y ait des dirigeants légitimement élus et ces dirigeants-là, ils sont placés là encore par eux pour que l'agenda économique des pays occidentaux, pour que le plan de développement des pays occidentaux se poursuive en continuant à voler nos ressources à nous. Donc, cette rencontre d'Ottawa de vendredi dernier, le 21 janvier, c'était un autre dîner de cons que le Canada a organisé après qu'il avait organisé un dîner de cons en 2003. Après qu'ils ont organisé un deuxième dîner de cons le 7 août. Et là, ils nous ont fait un troisième dîner de cons pour réfléchir aux problèmes d'insécurité du peuple haïtien, aux problèmes de développement du peuple haïtien et renforcer leur effort pour résoudre les problèmes d'insécurité. Vraiment. Vous voulez aider à résoudre les problèmes d'insécurité en Haïti? Parlons-en de ces problèmes d'insécurité. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Alors, continuons de faire l'exégèse de ce communiqué de la ministre, communiqué officiel, j'entends, de la ministre des Affaires étrangères du Canada qui annonce cette rencontre au sommet du vendredi. Si la ministre des Affaires étrangères, et on sait que derrière la ministre des Affaires étrangères, c'est Justin Trudeau qui est là, et derrière Justin Trudeau, c'est l'administration Biden.
derrière l'administration Biden, c'est le clan Clinton. Les amis, je vais revenir à Clinton. Vous vous souvenez qu'il y a eu un Daniel Foote qui est arrivé en Haïti comme envoyé spécial du département d'État pour trouver une solution à la crise haïtienne, 2 semaines après l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse. Lui, il n'a pas fait long feu parce qu'il voulait changer le paradigme des Clinton. Quel est le paradigme des Clinton? Maintenir le PHTK au pouvoir, n'est-ce pas? Organiser des élections pour placer à la tête du pays quelqu'un qui est issu de la famille de PHTK, c'est-à-dire Michel Martelly ou bien un affidé de Michel Martelly ou bien quelqu'un qui est parrainé par Michel Martelly, parce que l'objectif des Clinton, c'est de continuer à négocier de gros contrats pour l'exploitation de nos ressources minières par le truchement de l'entreprise qui appartient en théorie aux frères de Hillary Clinton, CVS Mining. Daniel Foote n'a pas vu la chose, n'est-ce pas, de cet œil-là, et rapidement, Daniel Foote a été chassé. Il a démissionné, mais on ne l'a pas retenu non plus. Et qui a remplacé Daniel Foote, les amis? Kenneth Merten, celui-là même que Hillary Clinton avait placé comme ambassadeur pour nous organiser des élections à la suite desquelles Martelly nous a été imposé, et les Clinton nous refilent Kenneth Merten de manière à nous organiser des élections à l'issue desquelles il y aura, n'est-ce pas, un PHTKiste, un joveneliste, c'est le même bazar, etc. Mais continuons de faire, dis-je, l'analyse de ce communiqué. Si l'objectif de cette rencontre, c'est, selon leur dire, de renforcer et de coordonner leurs efforts pour trouver une issue à la crise de la sécurité en Haïti, mais il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Les amis, depuis au moins un an et demi, Haïti est sous l'emprise de groupes armés. Moi, j'hésite à les appeler de gangs armés parce que s'ils sont des gangsters, ils ne sont pas les seuls gangsters. Il y a des gangsters à la primature, il y a des gangsters dans nos banques, il y a des gangsters, n'est-ce pas, au Palais national, il y a des gangsters au département d'État et il y a des gangsters à Ottawa. Mais si ces gens-là sont sérieux et qu'ils veulent vraiment trouver une issue à la crise sur l'insécurité en Haïti, depuis plus d'1 an que des groupes armés font la pluie et le beau temps en Haïti, qu'ils bloquent littéralement des pans de ce pays et ils le font à visière levée, ils ont des armes de guerre, ils ont des armes lourdes. Mais la question c'est, où était le Canada? Où étaient les États-Unis? Pourquoi ont-ils laissé la situation parvenir à ce point-là avant qu'ils n'organisent une autre rencontre, un autre dîner de cons en vue de trouver une solution à la crise? Les amis, mais je vais vous rappeler quelques vérités de la palisse. Haïti ne fabrique pas d'armes. Jusqu'à présent, Haïti subit un embargo sur les armes. Haïti doit avoir une permission spéciale à chaque fois qu'il doit commander des armes pour la sécurité de sa population. Et une poignée de, si vous voulez, d'officiels haïtiens ont cette permission-là de commander des armes. Mais les armes qui entrent en Haïti font justement partie de ce qu'on appelle la criminalité transnationale, de ce qu'on appelle la criminalité internationale. Tout le monde connaît le circuit par lequel ces armes-là atterrissent ou amérissent en Haïti. Les armes partent de Miami aux États-Unis, elles transitent par la République dominicaine, voie terrestre, et elles arrivent en Haïti. Donc, si les États-Unis, si le Canada, si la France, ou tous ces chanceliers-là qui nous convoquent à ce dîner de cons étaient sérieux, la première chose qu'ils feraient, ce serait de contrôler toute embarcation vers Haïti.
ce serait de mieux contrôler tout envoi vers Haïti. C'est des armes qui partent de Miami, qui transitent par la République dominicaine et qui aboutissent sur le territoire haïtien. Mais où sont ces chanceliers-là? Où sont les communautés ou les services secrets de ces pays dits amis d'Haïti? C'est que ces pays amis d'Haïti avaient choisi de laisser la situation s'empirer. Ces pays d'Haïti, n'est-ce pas, suivez mon regard, avaient choisi de laisser la situation se détériorer. Et je vous le dis, 6 mois avant la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse aboutissait ou parvenait à son terme le 7 février 2021. Des gens crédibles de la communauté haïtienne de Montréal ont formé une délégation pour aller rencontrer, n'est-ce pas, le cabinet du ministre des Affaires étrangères d'alors, pour aller rencontrer le cabinet du Premier ministre Justin Trudeau. Et on leur a exposé le problème en leur disant, écoutez, le gouvernement de Jovenel Moïse utilise les gangs armés comme traitement de choc pour intimider les adversaires politiques et que tous ces gangs qui sont lourdement armés, n'est-ce pas, sont au fait armés en catimini par le gouvernement lui-même. Et vous savez quelle a été la réponse du cabinet de M. Justin Trudeau? Vous savez, c'est plus compliqué que ça. Et lorsqu'on leur a fait la démonstration que le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse prenait fin justement au 7 février 2021, ils ont dit « Ah non, mais c'est pas sûr, etc. » Leurs propres universitaires ont produit des rapports pour leur dire qu'effectivement, le mandat de Jovenel Moïse prenait fin au 7 février 2021. Ils l'ont laissé aller. Parce qu'il voulait que Jovenel Moïse, n'est-ce pas, conduise à son terme le processus inconstitutionnel de la réforme de la Constitution. Ça aussi, c'est Clinton qui est derrière ça. La Constitution haïtienne, dans son état actuel, ne rend pas nécessairement la vie facile aux compagnies qui veulent exploiter nos mines. Eh bien, ces contrats-là doivent être approuvés non seulement par l'exécutif, donc le président et le premier ministre. Ces contrats-là doivent être avalisés aussi par, si vous voulez, n'est-ce pas, le Parlement. Eh bien, Clinton n'aime pas ça. Alors, il a poussé Jovenel Moïse vers la voie non constitutionnelle de la réforme de la Constitution haïtienne de manière à faciliter la tâche aux compagnies de son beau-frère pour exploiter nos mines sans nécessairement avoir toutes ces difficultés-là. Donc on a laissé Jovenel Moïse avancer un mandat inconstitutionnel. Donc, s'ils étaient sérieux dans cette question sur la sécurité en Haïti, où étaient-ils? On les a alertés. On a tenté de les rencontrer pour leur présenter une lecture haïtienne de la crise haïtienne. Non, ils ont laissé pourrir la situation jusqu'à l'assassinat de Jovenel Moïse. Bon Dieu, vous avez une 60aine de Colombiens qui entrent en Haïti. Vous avez une 60aine, n'est-ce pas, de mercenaires, mais en réalité, ce sont des coopérants dont beaucoup d'entre eux sortaient de prison, lourdement armés, qui vont, soi-disant, en Haïti pour arrêter le président Jovenel Moïse parce qu'il était impliqué dans la drogue. Et pendant tout ce temps, les pays amis d'Haïti ne s'inquiétaient pas des questions de sécurité d'Haïti. Il laisse les 400 Marozo couper le pays en deux. Il laisse le G9 couper le pays en deux. Il laisse d'autres, n'est-ce pas, gangs couper le pays en deux avec des armes qui viennent de chez eux. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en.
Pour ce faire, je dois vous ramener en République démocratique du Congo. Vous vous souvenez qu'en 1997, il y avait un certain officier de l'armée du Congo, alors Zaïre, qui a renversé, qui a chassé du pouvoir Mobutu Sese Seko. Son nom, c'est justement Laurent Désiré Kabila. Lui, il était l'homme fort de la République démocratique du Congo de 1997 à 2001. En gros, pendant le règne de Clinton. Cet homme-là faisait face, n'est-ce pas, à, si vous voulez, toutes sortes d'instabilités dues à des guerres intra-congolaises parce que telle partie du pays n'acceptait pas son autorité, telle autre faction n'acceptait pas son autorité et ça a entraîné des morts, on pense même des millions de morts. Entre-temps, qui est, n'est-ce pas, à la Maison-Blanche, Bill Clinton. Et détrompez-vous, hein. Ce n'est pas seulement la France qui cherche à contrôler l'Afrique. Ce que vous devez savoir, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président des États-Unis et le premier ministre britannique d'alors ont décidé que désormais, ils ne seraient pas, n'est-ce pas, exclus des accords de l'Afrique. Et ils ont, n'est-ce pas, obligé la France et les États-Unis d'Amérique ont obligé, n'est-ce pas, le Premier ministre britannique d'alors à revoir la géopolitique d'alors pour que les États-Unis puissent avoir une influence aussi en Afrique, ce qu'ils n'avaient pas jusque-là. Et donc, pour revenir à cette formule, alors Mobutu Sese Seko a été chassé du pouvoir en 1997 par Laurent Désiré Kabila, sauf que vers la fin des années 2000, les États-Unis avaient décidé qu'ils en avaient assez de Laurent Désiré Kabila. Ça va vous faire penser à Jovenel. Ils ont décidé d'assassiner, n'est-ce pas, Laurent Désiré Kabila et ils ont fait porter le chapeau par un membre de sa garde rapprochée, un membre de la sécurité rapprochée qui lui aussi a été assassiné. N'oublions pas, le mandat de Clinton va terminer en 2001. 16 janvier 2001, donc quelques jours avant la fin du mandat de Bill Clinton, Laurent Désiré Kabila est assassiné. Mais ce que je dois vous dire, c'est que dans les semaines qui ont précédé l'assassinat de son père, Joseph Kabila a été invité, n'est-ce pas, à Washington pour recevoir des consignes de ce qui devait arriver après. Son père ayant été assassiné le 16 janvier 2001, on lui a confié le pouvoir à Joseph, n'est-ce pas, Kabila, mais retenez bien quelle formule qui a été utilisée pour le maintenir au pouvoir. On appelle cette formule 1+4. 1+4 font 5 justement. Il y aurait un président qui serait lui, Joseph Kabila, et sous lui, il y aurait 4 vice-présidents. Et on a trouvé une façon, n'est-ce pas, de leur organiser ça à ces Africains-là, en demandant à d'autres pays africains de servir de pays, n'est-ce pas, intermédiaires pour imposer cette formule qu'on appelle 1+4. Mais vous notez, les amis, que c'est exactement ce qu'on nous fait. Ce fameux collège présidentiel à 5 têtes qu'on va nous donner, cela a déjà été utilisé, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Ils ont appelé cela la formule 1+4. Qu'est-ce à dire, les amis? Précisément ce que je vous ai annoncé au début de l'émission. Ne pensez pas que ce qui se passe en Haïti, le paradigme que les Occidentaux utilisent pour contrôler les ressources des Haïtiens, pour créer de l'instabilité dans leur pays, de manière à ce qu'ils soient toujours les spectateurs de leur histoire, ne pensez pas que ce paradigme-là, il est étranger à ce qui s'est déjà fait en Afrique ou à ce qui se fait en Afrique. Au fait, ce qu'on est en train d'imposer à Haïti a déjà été utilisé, répétais-je, en 2001 en République démocratique du Congo, lorsqu'on a assassiné le président, n'est-ce pas, Laurent Désiré Kabila, et qu'on l'a remplacé par son fils. Mais
Son fils était le président, mais c'était au fait la formule 1 plus 4, un président et 4 vice-présidents. En Haïti, ils gardent la même formule de 5 têtes, sauf que, sachant que les Haïtiens sont de mauvais coucheurs, on va nous mettre 5 présidents au sein d'un même collège de présidents, de manière à nous déchirer entre nous, et en temps et lieu, cette même communauté internationale, sous la gouverne des États-Unis, va nous imposer un président qui va continuer à respecter l'agenda des Clinton s'il ne veut pas être assassiné. Mais vous savez, en créole, on dit c'est sot qui baille, c'est imbécile qui pas prend. Tout cela est possible. Tout ce dîner de cons est possible parce que nos dirigeants acceptent d'être traités en cons. Tous ces dîners sont possibles, toutes ces mises en scène, toutes ces rencontres farfelues que la communauté internationale, qu'on appelle les États-Unis, le Canada, la France, tous ces dîners de cons-là sont possibles parce que nos dirigeants ne se respectent pas. Parce que nos politiciens ne se respectent pas, parce que notre classe politique est motivée par ses propres intérêts plutôt que par des intérêts proprement patriotiques. Je vous l'ai dit, pendant les 2 dernières années, au moins du mandat de Jovenel Moïse, les membres de l'opposition étaient dans la rue tous les jours, réclamant son départ à tort, n'est-ce pas, à tort ou à raison, et ils disaient qu'ils avaient un plan de transition de rupture. Le président Jovenel Moïse ayant été assassiné, on réalise que cette opposition n'était pas du tout prête. Elle n'est pas prête en termes de compétences, elle n'est pas prête en termes de patriotisme, elle n'est pas prête en termes d'intégrité. Au fait, c'est des gens, je l'ai dit, qui veulent parvenir au pouvoir pour s'enrichir comme les autres. S'il y a un dîner de cons, c'est parce que véritablement, il y a des cons. Et nos dirigeants, les amis, que ce soit nos dirigeants en Afrique ou bien nos dirigeants noirs en Amérique, se comportent comme des cons. Incidemment, Martin Luther King, dont on parlait cette semaine aux États-Unis et à travers le monde, a dit, et j'ai repris cette citation dans l'un de mes livres, « Nous devons apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons périr comme des cons dans Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée, et si l'on recommençait ?» J'ai reçu sur mon plateau, mercredi dernier, le sociologue Frédéric Boiron, qui a fait ce constat, ce triste constat. Il a dit, Jean, vous savez, nous devons admettre, nous les gens de ma génération, il est dans la soixantaine, que nous avons échoué. Et que l'avenir d'Haïti ne passe pas par nous, les soixantenards, comme ils les appellent, n'est-ce pas? Eh bien, pour moi, ce n'est pas une question d'âge. Je dirais cela autrement. Les générations qui nous ont précédés jusqu'à celles d'aujourd'hui, eh bien, elles ont échoué. Savez-vous pour quelle raison? Pas pour leur âge. Elles ont échoué. Parce que c'est des gens qui étaient motivés par le désir de se servir plutôt que de servir la nation. Donc, ce n'étaient pas des patriotes. C'est des gens qui ont cru aux Blancs, qui étaient prêts à tout faire pour satisfaire, n'est-ce pas, les moindres desiderata des Blancs, plutôt que de travailler au relèvement véritable de leur pays. C'est pour ça qu'ils ont échoué. Ils ont échoué parce que 9 fois sur 10, c'est des gens incompétents, c'est des gens qui n'ont aucune vision de l'État, qui n'ont aucune préparation pour devenir chef de l'État. Et donc, ils sont parvenus au pouvoir, on les a placés là. Donc, ils ont commencé à improviser et à s'enrichir. Et 3, ils ont échoué parce que c'était des gens malhonnêtes, qui n'ont aucune notion éthique, qui n'ont aucune notion du savoir-vivre et qui disent, écoutez, dans toute l'histoire de ce pays, ceux qui sont au pouvoir l'ont été pour s'enrichir, pourquoi je changerais les choses? Alors, si l'on veut éviter de jouer dans le même film, dans la même pièce de théâtre de dîner de cons, il faut changer nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants qui sont des cons. Et les Blancs, ils savent qu'ils sont des cons, ils ne sont pas patriotes, ils n'ont aucune valeur morale, ils n'ont aucune glande éthique. Et ils n'ont pas de compétences. Donc, ils sont des cons et on les traite en cons. Et si on recommençait, les amis? Si on
on faisait une alliance, nous les gens de bien de ce pays, parce qu'on réalise que c'est le même film qu'on reprend depuis la conférence de Berlin. On sait comment ça va commencer, on sait comment ça s'est déroulé, on sait comment ça va finir. Mais est-ce qu'on peut arrêter le film? On peut refuser, nous, de jouer les cons. S'il n'y a pas de cons, il n'y aura pas de dîner de cons. S'il n'y a pas de cons, on va lancer les invitations, mais il n'y aura personne dont on va se moquer. Est-ce qu'on peut arrêter de participer à ces rencontres convoquées par des Blancs? Moi, dès qu'il y a une rencontre sur Haïti, et que derrière cette rencontre, je me rends compte qu'il y a, n'est-ce pas, des Blancs, qu'il y a, n'est-ce pas, des Occidentaux, c'est pas compliqué, je n'y vais pas. J'ai pas été à cette rencontre à Louisiane parce que très tôt, je me suis aperçu que c'est les Clinton qui étaient derrière ça. Et l'histoire m'a donné raison. C'est quoi cette affaire d'une rencontre organisée par la diaspora pour trouver un accord des accords et qui appelle Fritz Jean, celui que cette diaspora a nommé comme président? Qui est-ce qu'il appelle pour lui annoncer la nouvelle? Un général américain à la retraite. Mais bon Dieu, comment voulez-vous qu'on ne vous traite pas en con quand vous-même vous vous traitez en con? Si on n'était pas des cons, comment un général américain pourrait-il se... D'abord, si c'est une rencontre haïtienne, qu'est-ce que ce général américain faisait-il là? Si c'est une rencontre, n'est-ce pas, haïtienne, pourquoi au terme de cette rencontre-là, vous avez accepté de prendre un verre avec Bill Clinton? Bon Dieu! Mais on a des choses à nous dire. On dirait que nous pensons que nous avons un supplément d'être. Vous savez, la plupart des Haïtiens, pas tous les Haïtiens, mais les dirigeants haïtiens, les élites haïtiennes pensent qu'elles ont un supplément d'être lorsqu'elles se font prendre en photo avec un blanc, lorsqu'elles prennent un verre avec un ancien président, un ancien premier ministre. On dirait que ces gens-là jouissent littéralement. C'est jouissif pour eux quand ils peuvent se faire prendre en photo en train de serrer la main d'un dirigeant occidental, même si c'était la main du diable. Vous organisez une rencontre soi-disant haïtienne pour trouver une issue à la crise haïtienne et comme par hasard, Clinton est là pour prendre un verre avec vous. Comment voulez-vous que je vous prenne au sérieux? Vous organisez une rencontre pour trouver un accord des accords et qui est celui qui annonce l'accord auquel vous parvenez? C'est un général américain à la retraite. Mais bande de cons! Quand est-ce que vous allez arrêter de vous faire traiter comme con? Mais vous savez, si vous êtes con, on va vous traiter en con. Changeons la classe politique haïtienne. Je vous l'ai dit, je vous le redis depuis le mois de juillet dernier. On ne fait pas du neuf avec du vieux. On ne confectionne pas d'habits neufs avec des haillons. Chassons ces classes politiques, cette classe politique-là. Chassons ces politiciens-là. Donnons-nous cette pause patriotique où pendant au moins 5 ans, des technocrates intègres, des technocrates patriotes, des technocrates compétents vont construire la nation en prenant soin des 14 chantiers fondamentaux dont je vous ai parlé. Les élections n'ont jamais rien réglé en Haïti. C'est des dîners de cons qu'on nous organise pour nous refiler des présidents dociles aux intérêts des Clinton. Arrêtons ce cirque-là. Dotons-nous, n'est-ce pas, de dirigeants, de technocrates, des gens compétents, patriotes et intègres, et qu'ils règlent les chantiers fondateurs ou fondamentaux du pays. Alors là, j'entends déjà les Mélanie Joly. Rien à foutre de Mélanie Joly. J'entends déjà les Justin Trudeau, rien à foutre de Justin Trudeau. J'entends déjà, n'est-ce pas, le président français ou le président américain, mais rien à foutre d'eux. Dire, écoutez, ce n'est pas une structure démocratique. Allez donc voir ailleurs. Quand vous nous avez entré dans la gorge, Michel Martelly, était-ce démocratique? Quand vous avez maintenu Jovenel Moïse au-delà de son mandat constitutionnel, est-ce que c'était démocratique? Quand vous avez renversé Jean-Bertrand Aristide, n'est-ce pas, en février 2004, était-ce démocratique? Alors, votre démocratie en a marre. Vous arrivez à faire ces rencontres de cons parce que vous trouvez des dirigeants de cons.
Et nous, la population haïtienne, notre destin est pris en otage par des cons qui sont manipulés par la communauté internationale parce que nous acceptons cela. Renversons-les. On devrait lancer ce mot d'ordre de désobéissance civile généralisée en Haïti jusqu'au départ d'Ariel Henry. Mais pour cela, nous devons offrir une alternative viable. Pourquoi n'y a-t-il pas une sainte alliance des gens de bien de ce pays, des gens intègres, des gens patriotes, des gens compétents? Moi, j'appelle ça le triptyque. Pour diriger Haïti, il faut réunir en soi ce saint triptyque. Compétence, patriotisme, intégrité. On en reparlera la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère vous avoir été utile. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Partageons le live, abonnons-nous, recrutons d'autres pour qu'ils s'abonnent. Et je vous l'annonce, vous avez entendu, n'est-ce pas, notre pub là, nous sommes désormais sur podcast. Si vous ne pouvez pas vous asseoir devant votre tablette ou devant votre télévision pour suivre nos émissions, eh bien vous pouvez les suivre sur podcast où que vous soyez, à l'épicerie, au travail, au gym. Et désormais, je vous l'ai dit aussi, nous sommes en direct non seulement le dimanche matin à 9h sur le réseau de Radio Méga, mais nous sommes aussi en direct tous les mercredis à 10h du soir sur le réseau de Radio Méga. Colporter la nouvelle, il faut changer Haïti. Pour changer Haïti, on ne va pas compter sur la communauté internationale. Haïti n'a pas d'amis. Les enfants d'Haïti, ils ne sont même pas tous, n'est-ce pas, les amis d'Haïti. Parce que les Occidentaux arrivent à nous organiser des dîners de cons parce qu'il y a des fils d'Haïti qui sont des cons. Soyons lucides. Lançons cette alliance de gens patriotes, compétents et intègres et occupons-nous de cette nation en lançant ces 14 chantiers fondamentaux. Si vous n'avez pas encore lu mes livres, si vous ne les avez pas, je vous invite à vous rendre sur mon site www.jeanfils-aimé.com. Offrez-vous mes livres, offrez-les en cadeau. Il y a une réflexion, n'est-ce pas, qui est toujours la trame de mes livres et je vous le dis, vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.